La grande nouvelle, c'est que Donald Trump, après l'Ukraine, a mené cette attaque absolument imprudente contre les bombardiers stratégiques russes. Maintenant, la Russie affirme en réalité que ces bombardiers n'ont pas été endommagés au point d'être détruits, qu'ils seront réparés. Mais malgré tout, Donald Trump a parlé à Poutine. Il a été obligé de l'appeler, et la conversation a duré 1 heure et 15 minutes. Il a dit que c'était une bonne conversation et que cela ne mènerait pas immédiatement à la paix. Il a toutefois affirmé très fermement qu'il devra répondre à la récente attaque contre les bases aériennes. Ils ont discuté de l'Iran et d'autres sujets. Mais quelle est la signification de tout cela? Comment interprétez-vous la situation? Que se passe-t-il avec ces attaques, ce risque? Certains parlent d'un moment de crise des missiles de Cuba, d'un moment Rechnik. Eh bien, comme beaucoup de gens l'ont souligné, et comme l'Ukraine elle-même l'admet, cette opération a pris 18 mois à organiser et à exécuter. Je pense qu'ils avaient de grandes ambitions. Ils ont d'abord affirmé avoir détruit plus de 40 bombardiers stratégiques. Je pense qu'ils ont essayé d'en cibler au moins autant. Mais selon des responsables américains et le New York Times, ce qu'ils ont pu confirmer ressemble plutôt à un nombre, à un chiffre de bombardiers stratégiques russes endommagés ou détruits. Et c'est quelque chose que l'Ukraine ne peut pas reproduire. C'est pourquoi le gouvernement ukrainien a révélé comment ils s'y sont pris. Ils savent qu'ils ne pourront pas refaire cela de la même manière. Et c'est un schéma récurrent avec ce type de coup de communication à grande échelle. Ils causent de vrais dégâts, mais ce ne sont pas des dégâts qui vont changer la trajectoire stratégique du conflit. La Russie est en train de gagner une guerre d'usure contre l'Ukraine et ses soutiens de l'OTAN, principalement les États-Unis. Même aujourd'hui, même sous l'administration Trump, malgré ce que certains prétendent. Et ils gagnent grâce à un avantage en effectif qui ne cesse de croître, alors que l'Ukraine souffre d'une pénurie de main-d'œuvre et d'un manque de personnel formé. La Russie l'emporte aussi grâce à l'accélération de la production de munitions, armes et munitions, missiles, obus d'artillerie, roquettes, drones. On entend toujours parler des drones ukrainiens. La Russie fabrique également un nombre égal ou supérieur de drones, avec, dans de nombreux cas, des capacités supérieures à celles des drones ukrainiens. Et ils ne construisent pas de drones pour compenser un manque d'artillerie, car ils en disposent également en abondance. C'est donc pour cela que la Russie progresse sur le champ de bataille, pas parce qu'elle essaye de conquérir du territoire. Elle cherche à épuiser les forces ukrainiennes à mesure que celles-ci s'effondrent. Les forces russes avancent. Il n'y a aucune tentative de véritable percée de ces lignes. Ils se contentent de les user et de les repousser. Et on ne peut pas changer cela en détruisant quelques bombardiers stratégiques ou en faisant exploser le pont de Crimée, ce qu'ils ont aussi tenté de refaire récemment. Et comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises au cours des 3 dernières années, vous ne pouvez pas isoler la Crimée en détruisant le pont de Crimée. La Crimée est revenue à la Russie en 2014. Le pont a été achevé en 2018 et le corridor terrestre a été établi en 2022. Pendant des années, la Russie a donc maintenu sa position en Crimée sans corridor terrestre ni pont physique. Et maintenant, il dispose à la fois d'un corridor terrestre et d'un pont physique. Vous n'allez donc pas les isoler. Vous n'allez rien accomplir, à part faire la une des journaux et remonter le moral. Pourquoi essaie-t-il de faire cela? Parce que la guerre par procuration menée par les États-Unis est en déclin irréversible. Ils sont désespérés de geler le conflit. C'est quelque chose dont on a mis en garde les gens depuis le début du conflit. Si cela tournait mal, ils essaieraient de le geler, exactement comme ils l'ont fait en Syrie. Et c'est là où nous en sommes actuellement. Ils exercent cette pression sur la Russie, menant des attaques très symboliques,
pour peut-être essayer de renforcer leur position et contraindre la Russie à accepter une sorte de cessez-le-feu, une sorte de gel. Mais je ne pense pas que la Russie va tomber dans le piège. Je pense qu'ils vont continuer à faire ce que nous les voyons faire. Je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse de représailles en ce moment. Je pense que c'est simplement la continuation de ce que la Russie a toujours fait. Vous savez, lorsque Trump est arrivé, il y avait beaucoup d'enthousiasme, peut-être exagéré ou mal placé, à l'idée que la fin de ce conflit était proche. Mais avec cette attaque menée par l'Ukraine, et ces attaques que Brian vient de décrire, ainsi que le message très clair que Poutine a adressé à Trump, quelle est votre réaction face à la direction que tout cela prend? Oui, eh bien, chaque fois qu'il y a une tentative d'organiser des pourparlers de paix, l'Ukraine mène l'une de ces attaques. Bien sûr, lorsque l'Ukraine a mené cette attaque, c'était en fait le même jour où des pourparlers de paix devaient avoir lieu. Et je pense que la durée totale de la réunion était d'environ 40 minutes. C'était évidemment un échec complet. La seule chose sur laquelle ils se sont mis d'accord, c'était un échange de prisonniers. Il est donc très clair qu'ils ne veulent en réalité pas de véritables pourparlers de paix. Et en ce qui concerne cette attaque, je pense qu'il faut souligner que j'ai vu dans les médias occidentaux qu'ils insistaient sur le fait que l'Ukraine avait planifié cette attaque. C'était entièrement l'Ukraine. Et je suis très sceptique à ce sujet. Je pense qu'il est très probable que l'armée américaine ait été impliquée dans la planification de cette opération. De plus, je ne serais pas surpris que dans quelques mois, le New York Times publie un article expliquant comment l'armée américaine a aidé l'Ukraine à planifier cette attaque audacieuse. C'est un schéma que nous avons vu à maintes reprises ces dernières années. L'Ukraine mène l'une de ces attaques, et au début, tous les médias occidentaux affirment docilement que l'Ukraine l'a réalisée seule. Puis quelques mois plus tard, on découvre que l'armée américaine était derrière l'attaque. Je m'attends à quelque chose de similaire ici. Donc, on voit que, vous savez, un jour Trump dit qu'il veut des pourparlers de paix, puis il mène ces attaques dans lesquelles l'armée américaine est très probablement impliquée. Donc si on se place du point de vue de la Russie, pourquoi négocierait-il? Je veux dire, c'est aussi pour cela que je pense que Trump a été assez frustré, parce que d'une part, avant même de revenir à la Maison-Blanche, il affirmait qu'il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine. À un moment donné, il a dit qu'il y mettrait fin avant même de revenir à la Maison-Blanche pendant la période de transition de Biden. Ensuite, il a affirmé qu'il y mettrait fin dès son premier jour. Cela n'est évidemment pas arrivé. Et maintenant, cela semble de plus en plus lointain. Et je pense que ça reflète plusieurs choses. Premièrement, la Russie reconnaît qu'elle est en train de gagner la guerre et qu'elle aura probablement une sorte de solution militaire à ce stade. Je veux dire, l'armée ukrainienne a déclaré qu'il y a eu des rapports selon lesquels l'armée ukrainienne souffre de graves pénuries depuis bien plus d'1 an maintenant. C'est pourquoi nous avons vu ces vidéos horribles sur les réseaux sociaux montrant des hommes ukrainiens se faisant littéralement kidnapper sur le bord de la route. Auparavant, certaines de ces vidéos montraient des hommes qui étaient enrôlés de force et qui ne se présentaient tout simplement pas. Mais maintenant, il y a des rapports selon lesquels ce sont juste des hommes pris au hasard, embarqués de force dans un fourgon pour être envoyés sur le front. Il est donc clair que l'Ukraine fait face à une grave pénurie de personnel. Il y a aussi une pénurie majeure de munitions. Et l'administration Trump a en fait poursuivi certaines ventes d'armes à l'Ukraine, mais elles ne sont pas du tout à la même échelle que sous Biden. Donc je veux dire, il est clair que la Russie a gagné sur ce point. Et je pense que la possibilité d'une percée diplomatique devient de plus en plus improbable,
étant donné que l'Ukraine vient de mener cette attaque en sachant très bien que cela obligerait la Russie à réagir. Je veux dire, Poutine doit réagir, sinon il aurait l'air faible et le peuple russe serait très en colère. Je voudrais souligner une autre chose rapidement. Trump a aussi été très incohérent dans sa rhétorique. Voici donc un message que Trump a publié sur Truth Social, sa copie de Twitter, en mai, c'était il y a 2 semaines. Il a dit Poutine est devenu complètement fou. Il tue inutilement beaucoup de gens. Et puis voici la partie folle. J'ai toujours dit qu'il voulait toute l'Ukraine, et peut-être que cela s'avère vrai. S'il le fait, cela mènera à la chute de la Russie. Il menace de renverser le gouvernement russe, essentiellement, je veux dire, ou de détruire la Russie en tant que pays. Il y a différentes façons d'interpréter cela, mais la chute de la Russie, c'est une déclaration insensée. Il est donc très difficile pour les dirigeants étrangers de négocier avec les États-Unis en général. Je veux dire, chaque dirigeant américain est hypocrite et incohérent. Mais dans le cas de Trump, c'est carrément bipolaire. Trump dit qu'il a eu un bon échange avec Poutine, comme il vient de le faire, soi-disant, mais cela vient après avoir menacé la chute de la Russie. Comment peut-on négocier de cette façon? Brian, il y a quelque chose qui circule, surtout dans les milieux de Wall Street. Je ne partage certainement pas beaucoup de points de vue avec les gens de Wall Street, mais il existe un terme pour Trump. Trump se dégonfle toujours. On l'a surnommé ainsi. Et l'une des raisons à cela, c'est bien sûr la guerre commerciale. Mais si l'on regarde simplement l'Ukraine, il y a eu cette soi-disant volonté de paix avec laquelle Trump est arrivé. Et maintenant, avec ces attaques, il semble que ces attaques terroristes de l'Ukraine soient constantes. Et les États-Unis, sous Trump, ont montré très peu d'intérêt à réellement s'attaquer à ce que Poutine et la Russie considèrent comme les causes profondes de cette guerre. Quelle est donc votre analyse de cela et de cette idée que Trump hésite constamment, revenant presque sur ses positions à chaque occasion? Eh bien, je suis d'accord avec Ben. Les États-Unis étaient évidemment derrière cette dernière attaque de drones en profondeur contre les bombardiers stratégiques russes. Il serait impossible de la mener sans un soutien américain considérable. Le New York Times a révélé au cours des 3 dernières années qu'à partir de 2014, les États-Unis ont complètement pris le contrôle, dirigé, formé et développé les capacités de renseignement de l'Ukraine. Le SBU et le renseignement militaire, toutes ces agences sont dirigées par la CIA. La CIA dispose d'un réseau de bases physiques couvrant toute l'Ukraine, y compris le long de la frontière avec la Russie. Depuis au moins 2022, l'armée américaine dirige les opérations militaires ukrainiennes. Les généraux américains sont au sommet de la chaîne de commandement des forces armées ukrainiennes, pas les commandants ukrainiens, ni le président de l'Ukraine. Donc, ceci n'est essentiellement qu'un autre épisode de ce qui constitue une guerre des États-Unis contre la Russie, menée à travers l'Ukraine et, dans une certaine mesure, à travers l'Europe. Maintenant, concernant les affirmations du président Trump, selon lesquelles il mettrait fin à la guerre en 24 heures, ou même avant d'entrer en fonction, il disait clairement aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Si l'on écoutait attentivement, J.D. Vance, même avant que l'administration Trump ne prenne ses fonctions, après avoir remporté l'élection, avait déclaré ouvertement qu'ils allaient refiler l'Ukraine à l'Europe et poursuivre exactement le même type de conflit, mais cette fois avec la Chine, car c'est leur priorité absolue. Il existe un article, quelque part, qui explique pourquoi nous ne devrions pas gaspiller d'armes en Ukraine. Nous en avons besoin pour combattre la Chine. Et puis, le secrétaire à la défense du président Trump, Pete Hegseth, a donné une directive en février dernier. Et je le répète à chaque fois que je viens ici. À Bruxelles, il a dit à l'Europe, « Vous allez prendre le relais. Vous allez geler le conflit. Vous allez mettre des troupes sur le terrain.
Vous allez augmenter la production d'armes. Vous allez redoubler d'efforts pour envoyer ces armes à l'Ukraine pendant que nous nous tournons vers la Chine. Il s'agit d'une division du travail, répartir le travail de l'Empire américain entre ses proxys européens et aussi ses proxys en Asie. Et il s'agit aussi d'un séquençage stratégique. La Chine représente une menace plus immédiate pour la primauté américaine sur la planète. Nous pourrons revenir plus tard et nous occuper de la Russie. Nous voulions d'abord en finir avec la Russie, puis passer à la Chine. Mais ce n'est pas possible. Il y a donc maintenant ce séquençage stratégique qui s'opère. Et cela est décrit dans des rapports de politique financés par des entreprises, publiés 1 an, 2 ans, 4 ans, avant même que Trump ne se présente aux élections de 2024. Vous savez, vous êtes venu sur l'émission et vous avez dit que la priorité des États-Unis est désormais la Chine. Mais l'une des choses intéressantes qui continue de se produire avec le conflit en Ukraine, c'est que les États-Unis, malgré la rhétorique et même tout ce que Brian a dit sur le transfert de ce conflit vers l'Europe, semblent non seulement très profondément impliqués, mais comme vous l'avez mentionné avec cette attaque, il y a eu des rapports selon lesquels Pete Hegseth recevait des renseignements directs sur cette attaque contre les bombardiers russes au moment où elle se produisait. On a vraiment l'impression que les États-Unis sont encore très profondément non seulement impliqués dans ce conflit, mais qu'il existe des intérêts puissants pour qu'il se poursuive. Quelle est votre réponse à cela? Oui, eh bien, encore une fois, c'est l'argument que je fais toujours quand on parle de ce sujet, Danny, à savoir qu'il faut se placer du point de vue de la Russie. Elle est clairement en position de force. Donc, si elle doit négocier, quel est l'avantage dont disposent les États-Unis? Quelles sont les concessions que les États-Unis peuvent faire à la Russie pour l'amener à accepter un règlement politique dans une guerre qu'elle est en train de gagner? Je veux dire, s'il n'y a pas de règlement politique, la Russie a déjà gagné, mais ce sera alors une victoire militaire totale et définitive. Donc les États-Unis n'ont vraiment que 2 choses principales à offrir à la Russie. Premièrement, elle peut lever les sanctions. Tout d'abord, il s'agit de sanctions unilatérales qui violent le droit international. Et la Russie ne s'en sort pas si mal sur le plan économique. Il y a des rapports indiquant que son économie ralentit cette année, mais au cours des 2 dernières années, l'économie russe a connu une croissance très saine, plus rapide que celle des États-Unis, qui affichent des déficits supérieurs à 6%, soit 6% du PIB. Et en Europe, vous savez, de nombreux pays sont stagnants ou même potentiellement en récession. Donc sur le plan économique, la Russie s'en sort plutôt bien. Et la Russie s'intègre de plus en plus économiquement avec l'Asie, non seulement avec la Chine, mais aussi avec l'Inde, voire la Turquie et d'autres régions d'Asie. Donc bien sûr, les sanctions sont quelque chose que la Russie aimerait voir levé, évidemment, mais ce n'est pas un point de rupture. Ils ne vont pas sacrifier d'autres intérêts simplement pour lever les sanctions. D'autant plus que sous bien des aspects, les sanctions ont encouragé la Russie à devenir plus autosuffisante sur le plan économique. La Russie est en train de se réindustrialiser, non seulement en augmentant massivement sa production militaire, mais aussi la production manufacturière de voitures, de pièces automobiles et de machines. Il y a donc cet aspect-là. Et puis il y a l'autre aspect, Trump dit « OK, on va conclure une sorte d'accord ». La Russie peut obtenir que les États-Unis reconnaissent que la Crimée et le Donbass font désormais partie de la Russie. Mais pour la Russie, ce n'est même pas sujet à négociation. Il y a déjà eu des référendums. Tout d'abord, la Crimée fait partie de la Russie. Cela fait plus de 10 ans. Cela a toujours été une question politique. Une décision bureaucratique de Khrouchtchev qui a rattaché la Crimée à la RSS d'Ukraine à l'époque où tout faisait partie de l'Union soviétique. C'était le même pays. La Crimée fait partie de la Russie
Cela n'a jamais été négociable. Quant au Donbass, ils ont déjà organisé des référendums. Ces 4 républiques du Donbass font également désormais partie de la Russie. Du point de vue de Moscou, ce n'est pas négociable. Donc je veux dire, les États-Unis n'ont pas vraiment grand-chose à offrir. Et Trump dit aussi, d'accord, nous allons normaliser les relations politiques avec vous afin que nous puissions nous concentrer sur l'attaque contre la Chine. Trump a dit cela en octobre lors d'une interview avec Tucker Carlson. Il a affirmé qu'il pouvait diviser la Russie et la Chine. Il a dit avec assurance qu'il pensait pouvoir le faire. De toute évidence, il n'a pas réussi. Et le président Xi Jinping s'est rendu à Moscou en mai dernier pour célébrer le 80e anniversaire de la fin du théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale, la défaite nazie par l'Union soviétique, ce que l'on appelle en Russie la Grande Guerre patriotique, et en Chine, la guerre mondiale antifasciste. Et lorsque Xi était à Moscou, il a signé un accord avec Poutine, une déclaration conjointe de 8000 mots. Et dans ce contexte, la Chine et la Russie ont réaffirmé en des termes clairs que leur partenariat est profond, aussi solide qu'il ne l'a jamais été. Il est à son meilleur niveau jamais atteint. Et ils ont déclaré dans ce communiqué qu'ils n'autoriseraient pas des puissances étrangères, des pays tiers, à tenter de les diviser, ce qui était une référence évidente à la tentative des États-Unis de le faire. Donc si l'on considère tous les aspects géopolitiques, et pas seulement les aspects militaires, où la Russie est clairement en train de gagner, malgré ces attaques symboliques menées par l'Ukraine tous les quelques mois, qui ne causent pas vraiment de dégâts, mais qui font beaucoup de gros titres dans les médias, ce qui est le principal objectif. Mais si l'on regarde tout cela, je veux dire, la Russie gagne militairement, mais il faut aussi considérer tous les autres éléments géopolitiques. Ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie de conclure un quelconque accord avec les États-Unis, à moins que les États-Unis ne fassent d'importantes concessions, ce que Trump n'est pas prêt à faire. Et puis, il y a la question de l'Europe, parce que, comme Brian vient de l'expliquer, les États-Unis disent à l'Europe, c'est votre problème, c'est à vous de le gérer. Cela signifie donc que ces dirigeants européens n'ont pas abandonné cette ligne extrêmement antagoniste. Et du point de vue de la Russie, il est probablement plus important de normaliser au moins les relations économiques avec l'Europe qu'avec les États-Unis. Parce que oui, d'accord, les États-Unis peuvent lever les sanctions contre la Russie, j'en ai déjà parlé. Je veux dire, ce serait utile, mais ce n'est pas décisif. Mais les États-Unis et la Russie, même avant 2022, ne faisaient pas vraiment beaucoup de commerce, alors que la Russie et l'Europe occidentale commerçaient beaucoup, en particulier l'Europe centrale, l'Allemagne, bien sûr. Et la Russie aimerait reprendre le commerce avec certains pays européens. Je veux dire, ce n'est pas non plus un point de rupture, car si l'on regarde les importations européennes de gaz et de pétrole, par exemple, l'Europe importe désormais beaucoup de gaz naturel liquéfié des États-Unis, qui est nettement plus cher que le gaz russe acheminé par pipeline, et d'ailleurs plus néfaste pour l'environnement. Et l'Allemagne a investi des milliards d'euros dans la construction de nouveaux terminaux pour traiter le gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis. Donc ce qui s'est passé avec la Russie, c'est qu'elle a simplement redirigé ce pétrole et ce gaz vers l'Asie, en particulier vers la Chine et l'Inde. Mais la Russie les vend aussi à prix réduit. Donc la Russie aimerait bien sûr reprendre le commerce avec l'Europe. Mais l'Europe n'a pas abandonné cette politique extrêmement antagoniste et anti-russe. Et même si Trump parvient d'une manière ou d'une autre à conclure un accord avec la Russie, l'Europe sera-t-elle partie prenante de cet accord? Probablement pas. Je veux dire, s'il y a une sorte d'accord, l'Europe ne pourra pas continuer à mener cette guerre, car la seule raison pour laquelle l'Ukraine a pu continuer à se battre, c'est grâce au soutien des États-Unis.
Si le soutien américain prend officiellement fin, et comme je l'ai mentionné, Trump en a retiré une partie, mais il continue d'envoyer des armes, pas autant que Biden, mais il en envoie toujours. Si les États-Unis mettent complètement fin à leur soutien, la guerre devra s'arrêter. Donc la question est de savoir si elle se terminera par une victoire militaire russe ou par une sorte d'accord. L'Europe fera-t-elle partie de l'accord diplomatique? Probablement pas, ce qui signifie que l'Europe maintiendra toujours des sanctions contre la Russie. Aujourd'hui, l'Europe ne contrôle pas le système financier international comme le font les États-Unis. Mais l'Europe commerçait auparavant avec la Russie, et la Russie ne s'intéresse pas vraiment au commerce avec les États-Unis. Je veux dire, les États-Unis et la Russie sont les deuxièmes plus grands exportateurs de pétrole et de gaz au monde. Les États-Unis sont un pays désindustrialisé. Qu'est-ce que la Russie pourrait bien leur acheter? La Russie possède tout le pétrole, le gaz, les minéraux, les céréales et autres matières premières dont elle a besoin. Donc encore une fois, il faut réfléchir à la question de manière plus géopolitique et la considérer du point de vue de la Russie. Qu'est-ce que la Russie gagnerait à conclure une sorte de grand accord avec les États-Unis? Encore une fois, cela renvoie à cette idée que Trump répète sans cesse « Nous avons toutes les cartes en main ». Non, en réalité, c'est pas le cas. Les États-Unis n'ont pas tant d'atouts à ce stade. Ils contrôlent certes le système financier international, mais la Russie a déjà créé un système de paiement alternatif. La Russie est manifestement très investie dans les BRICS. Le sommet des BRICS s'est tenu l'année dernière à Kazan, en Russie, et de nombreux nouveaux accords importants y ont été conclus, notamment des projets de bourse offshore, car la Russie a déjà dédollarisé son commerce avec la Chine. Plus de 90% de leurs échanges bilatéraux se font en yuan et en roubles. Elle a dédollarisé son commerce avec l'Inde, utilisant des roubles et des roupies. Elle a dédollarisé son commerce avec l'Iran. La Russie a donc déjà franchi cette étape. Désormais, la question porte sur la gestion des déséquilibres commerciaux et il crée des bourses de matières premières offshore pour y répondre. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est justement ça le point. Ces sanctions ont en réalité rendu la Russie plus souveraine et autosuffisante. Donc il ne supplie pas non plus pour qu'on mette fin aux sanctions. Encore une fois, je pense que toute la dynamique géopolitique va dans le sens d'un approfondissement de l'intégration de la Russie avec l'Asie. C'est pourquoi au final ils ont lancé toute cette nouvelle phase de la guerre qui remonte à 2014. C'est les États-Unis qui ont déclenché cette guerre avec le coup d'État en Ukraine en 2014. Mais cette nouvelle phase en 2022, la raison même pour laquelle ils l'ont initiée, c'est parce qu'ils savaient que leur avenir résidait dans l'intégration avec l'Asie et que les États-Unis ne toléreraient jamais la Russie comme un père égal. Ils ne toléreraient la Russie intégrée à l'Occident, au G8, que comme un vassal subordonné, comme elle l'était sous Boris Eltsine. Oui, eh bien, c'est exactement ce que j'allais dire. Quel est l'agenda sous-jacent ici, qui pousse les États-Unis à maintenir l'OTAN, à conserver la primauté et le contrôle sur l'Europe, et à utiliser l'Europe et surtout l'Ukraine comme un proxy contre la Russie? Parce qu'au fond, ils veulent subordonner la Russie dans le cadre d'un plan plus large visant à encercler et contenir l'Iran et finalement la Chine. Alors, comment peut-on négocier avec les États-Unis? Tout ce que la Russie, la Chine ou l'Iran peuvent faire, c'est négocier pour gagner du temps, continuer à construire ce système alternatif que Ben décrivait, et simplement attendre que le temps joue en leur faveur. Une chose sur laquelle beaucoup de gens peuvent s'accorder, c'est que les États-Unis restent extrêmement dangereux et disposent de capacités asymétriques qu'ils peuvent utiliser pour saper et détruire. Non seulement la Russie, l'Iran et la Chine directement, mais aussi les nations situées tout autour de leur périphérie.
mais ils ne sont plus en mesure d'utiliser la force militaire pour contraindre directement toutes ces nations. Ce qu'ils font de plus en plus aujourd'hui, c'est de prendre en otage la paix, la prospérité et la stabilité, et d'utiliser cela comme levier contre ces pays, en disant à la Russie, « Si vous ne vous soumettez pas à nous, ou à la Chine, si vous ne faites pas ce que nous vous disons, nous allons déstabiliser et détruire tout. Et si ce n'est pas à l'intérieur de votre pays, alors ce sera tout le long de vos frontières et dans votre région du monde. » C'est sur ce point que Hammer poursuit. J'ai mentionné que lorsque le président Xi Jinping s'est rendu à Moscou et a rencontré le président Poutine, ils ont signé une déclaration conjointe. Elle faisait plus de 8000 mots. Il n'existe pas de traduction officielle en anglais. J'ai écrit un article à ce sujet et j'en montre un extrait. Il s'agit d'une traduction anglaise non officielle réalisée par un journaliste chinois qui est un ami à moi. Dans cette déclaration conjointe, signée par Xi et Poutine, ils ont fait un commentaire très intéressant qui est lié à notre discussion ici. J'ai parlé de cette partie. Les deux parties s'opposent fermement aux tentatives d'inciter d'autres pays à adopter des positions hostiles envers la Russie et la Chine dans le monde entier et à dénigrer la coopération sino-russe. D'accord, mais ce qui est vraiment fascinant dans cette citation, c'est qu'ils ont déclaré que la Chine et la Russie allaient renforcer leur coordination et répondre résolument à la mise en œuvre par les États-Unis d'une double politique de confinement contre la Chine et la Russie. C'était une phrase très importante et encore une fois, cela a été signé par Poutine et Xi, reconnaissant que même si les diplomates russes, qui sont très intelligents, parmi les meilleurs diplomates au monde, savent que Trump a publiquement déclaré vouloir diviser la Russie et la Chine. Et il y a eu ce grand débat à Washington sur le Kissinger inversé, qui, comme je le souligne, n'est en réalité pas le Kissinger inversé. C'est le Kissinger original, car Kissinger lui-même avait préconisé, dès 1972 lors de sa visite en Chine, que dans quelques décennies, les États-Unis devraient faire l'inverse et s'allier avec la Russie contre la Chine. Mais le fait est que les diplomates russes savent que cette discussion a lieu à Washington. Et dans cette déclaration, ils ont dit que cela n'arriverait pas. Mais ils ont aussi ajouté « Nous savons que vous voulez toujours nous contenir. C'est une double politique de confinement. C'est pas seulement contre la Chine. » Donc je pense que cela montre qu'il y a certaines personnes, certainement, vous savez, les démocrates de la Russia Gate, qui ont toujours vécu sur Mars avec cette idée que Trump adore la Russie et qu'il est une marionnette de Poutine. C'est évidemment absurde. Mais même maintenant, alors que Trump multiplie les démarches diplomatiques auprès de Poutine, bien que, comme je l'ai souligné plus tôt, quelques semaines plus tard, il publie quelque chose sur Truth Social en traitant Poutine de fou, c'est une situation très bipolaire. Il dira « J'ai eu un excellent appel avec Poutine. J'ai une excellente relation avec Poutine. » Mais ensuite, si l'on regarde les déclarations que Poutine signe avec la Chine, il est très clair qu'il reconnaisse que la Russie est toujours la cible des États-Unis dans une stratégie de double endiguement.